Allez, allons-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'hélicoptère de demain. Quel sera l'hélicoptère de demain? Quels seront les besoins des uns et des autres pour demain? Que ce soit en pilotage, que ce soit en avionique, c'est ce que nous allons regarder avec tous nos intervenants qui sont ici présents et que je vais demander de se présenter eux-mêmes. Donc Tristan Grivel. Tristan, je vous laisse vous présenter. Ça sera... Là, est-ce qu'on vous entend bien? J'ai peur qu'on ne vous entende pas, alors ne bougez pas. Nous allons avoir quelqu'un qui va venir vous dépanner. Voilà, ça y est, là maintenant vous êtes en ligne. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tristan Grivel, je suis responsable du business development et des ventes. C'est difficile de faire mieux là. Pour Thales Avionics, donc tout ce qui concerne les systèmes embarqués permettant de faire voler un avion. À côté de vous, je vous laisse transférer le micro. Bonjour à tous, donc Delphine Aléo, je suis responsable des programmes recherche et innovation chez Airbus Hélicoptères à Marignane. Et un autre constructeur à nos côtés. Bonjour, Bruno Guimbal. Donc, je suis fondateur et PDG d'Hélicoptères Guimbal. Et bon, j'ai passé 20 ans, j'ai travaillé 20 ans à Eurocopter et maintenant je travaille avec mes deux prestigieux voisins, Airbus et Thales. Et il n'y a pas de concurrence, rassurez-moi. Il y a beaucoup de concurrence. En fait, c'est même pas qu'on a de la concurrence, c'est qu'on est le premier concurrent à peu près crédible du monopole américain sur les hélicoptères légers. Mais on est encore beaucoup plus petit. Voilà, c'était l'introduction parfaite pour savoir ce que veulent les clients dorénavant. Les clients expriment des besoins, que ce soit en termes de technologie, en termes de pilotage. Avant, j'ai quand même me présenter, je suis Yann Le Goff, mais c'est marqué derrière. Je travaille avec le groupe Air et Cosmos et je m'occupe en particulier des partenariats avec les entités industrielles et également les autorités. Alors, j'ai envie de poser la question à Tristan. Tristan qui devra peut-être nous quitter avant la fin de cette conférence. Il s'en excuse par avance, mais on va respecter son timing. Tristan, les besoins des clients sont pris en compte, bien évidemment. De votre côté, comment ça se passe exactement? Alors peut-être que ça vaut la peine de dire qui sont nos clients, parce que selon qu'on se situe du point de vue du constructeur ou de l'équipementier, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils de clientèle. Donc nous avons des clients qui sont civils et militaires. Dans le civil, c'est principalement des constructeurs de type donc Airbus Hélicoptères et d'autres. Sur le plan militaire, on a également les constructeurs, mais des organisations étatiques comme la DGA. Et donc leurs besoins sont de plus en plus convergents. Mais il y a quand même encore quelques spécificités. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous déjà? Lorsqu'un constructeur vient chez nous, il vient chercher des systèmes qui permettent de garantir la sécurité et l'efficacité du vol de leur aéronef, que ce soit un hélicoptère ou un avion à aile fixe, et de sa mission. Ils vont également chercher des systèmes qui permettent de former les équipages. Ils vont chercher des capteurs qui permettent d'améliorer on va dire, l'efficacité globale des opérations de la machine. Ils vont, et ça c'est un peu plus particulier, mais si on va un peu plus à l'arrière de l'avion sur certains avions, ils vont également chercher des systèmes qui permettent de garantir le confort des passagers avec les systèmes de multimédia embarqués. Et donc nos clients civils recherchent, donc les constructeurs recherchent maintenant plus de sécurité, plus de compétitivité, plus de simplicité, de l'évolutivité, de la connectivité. Ils veulent avoir des aéronefs connectés. L'avion n'est plus une île dans le ciel. Et bien sûr, ils veulent qu'on les aide à limiter leur empreinte carbone. Ils veulent qu'on les accompagne dans la décarbonation et également dans l'aéronef plus autonome. On est sur des réseaux, de plus en plus des réseaux informatisés quelque part dans ce que vous faites. Comment ça se passe au niveau du dialogue entre les différents éléments des aéronefs? Question piège, je fais exprès. Donc, si vous nous posez la question, comment est-ce qu'on intègre l'ensemble des systèmes d'un avion, je pense que je laisserai plutôt la parole aux constructeurs. Nous, on est quand même équipementier, donc on fournit des équipements ou des sous-systèmes.
Je vais peut-être donner l'exemple du système de cockpit, dont vous pouvez voir un exemple à la fois sur notre stand un peu plus loin et sur une machine de Monsieur Guimbal, un Cabri, sur lequel on a installé notre nouveau système de cockpit qu'on appelle FlightX pour faire nos essais en vol. Donc, très belle machine et très beau système de cockpit. Donc lorsqu'on imagine un système de cockpit, donc comment est-ce qu'on a imaginé FlightX? Eh bien, d'abord, pour éviter les problèmes d'intégration, eh bien, il faut une des solutions, ça consiste à avoir une intégration dans le sous-système la plus élevée possible. Et donc, on a enlevé tout un tas d'équipements qui étaient inutiles, et en particulier grâce à la tactilisation des écrans, sur lesquels on a mis des interfaces de type Android ou iPhone. Donc, vraiment, vous pouvez interagir de façon extrêmement intuitive avec le système. Ça permet d'enlever tout un tas de boutons qui ne sont plus nécessaires. Alors, on en garde quelques-uns parce qu'il y a quand même des contraintes réglementaires de sécurité et de facteurs humains, mais on a enlevé énormément d'éléments qui apportaient de la complexité dans l'interaction entre les différents systèmes de l'avion. Ensuite, grâce à la puissance de calcul que l'on apporte directement dans les écrans, eh bien, on permet l'intégration de nombreuses fonctions à l'intérieur de ces écrans. Et là aussi, ça permet de limiter l'effort d'intégration. Et puis le dernier élément peut-être que je peux souligner, puisque ça fait plusieurs décennies qu'on investit dans ces systèmes. En fait, Thales a été pionnier dans ce qu'on appelle l'avionique modulaire intégrée, qui est en fait un système complet, puisque ça part de la façon dont on conçoit le hardware, donc le calculateur ou les calculateurs, la façon dont on conçoit le système d'exploitation, et ensuite la façon dont on met en œuvre des outils qui permettent à la fois aux constructeurs et aux différents acteurs, c'est-à-dire les autres fournisseurs de ce constructeur, de venir apporter leurs différentes fonctions sur le système avionique de façon complètement indépendante et autonome, c'est-à-dire sans même avoir... nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Simplement, il y a des standards, ils respectent ces standards, ils utilisent les outils et ils peuvent développer directement sur le système leur fonctionnalité. Donc, voilà ce qui permet de limiter l'effort d'intégration. Je vais poser la question à vous tous. Aujourd'hui, les clients, ce qu'ils veulent, c'est un hélicoptère plus sûr, un hélicoptère plus facile à piloter, plus économique. Quelles sont les grandes tendances que vous voyez, vous, constructeurs et équipementiers, je dirais? C'est un peu bilatéral comme question. Moi, je dirais qu'au niveau des enjeux majeurs, donc la sécurité, bien entendu, celle-ci, elle est indéniable. La sécurité, bien entendu, elle peut se traduire à plusieurs niveaux. Moi, je dirais le premier aspect, effectivement, c'est d'augmenter l'aspect surveillance des composants qui sont à l'origine de la maintenance, mais également programmés et non programmés. Et puis également la sécurité au sens où comment aider en fait le pilote et l'équipage dans une perception accrue de l'environnement pour réduire en fait cette charge pilote et donc d'augmenter la sécurité. Donc là, avec Thales, bien entendu, donc c'est un axe fort. Et puis le dernier axe au niveau sécurité, sur lequel, qui est très important pour nos clients et assez demandeurs, c'est de savoir automatiser certaines phases de vol. Voilà, certaines phases de vol, c'est-à-dire comment, à partir d'une vision accrue de l'environnement, on arrive en plus en fait à automatiser certaines phases de vol en fait grâce au pilote automatique. Donc un exemple, par exemple, c'est le H160. C'est un hélicoptère en fait qui a pu mettre en œuvre un certain nombre de ces grands aspects. Alors après, un autre axe et enjeu pour nos clients, c'est bien entendu la partie compétitivité et puis la partie augmentation continue des performances. Donc là, à titre d'exemple, on peut tout à fait citer le passage à 5 pales du 145, qui a permis quand même une augmentation de la charge utile assez significative pour nos clients, qui était de 150 kg. Et puis la nouvelle motorisation de l'écureuil, donc 190 kg quand même de charge utile. Voilà. Et puis, après, il y a l'image de nos sociétés respectives, je dirais. C'est notre empreinte en fait environnementale. Voilà. Donc là, l'empreinte environnementale, c'est effectivement notre écosystème aussi qui nous accompagne. Là-dedans, c'est comment effectivement avoir des machines qui sont plus vertes et plus respectueuses de l'environnement. Donc là, je n'irai pas développer, moi personnellement, ce qui a été développé juste avant au niveau de la filière de décarbonation.
Mais en termes de véhicules, c'est tout ce qui va être nouveau système de propulsion. Donc tout ce qui va être vraiment en fait réduction d'émissions de CO2 via les carburants alternatifs durables, qui soient issus de la biomasse ou bien en fait des carburants de synthèse. La partie bien entendu électrification, puisqu'on va coupler en fait deux besoins de nos clients, certes la réduction d'émissions de CO2, si on sait répondre en fait à une autonomie suffisante, mais également la réduction de bruit, qui est loin d'être négligeable en fait en termes d'opération. Voilà. Et puis moi je dirais le dernier axe qui est également fondamental, c'est les opérations vertes. Et effectivement, donc c'est l'aspect, ça contribue en fait à l'ultra-frugalité, je dirais, de nos véhicules. C'est comment aujourd'hui, on arrive à faire de l'opération plus verte, donc à faire des nouvelles procédures de vol, des nouvelles procédures en fait de roulage. Et ça, c'est également en fait fondamental. Donc n'oublions pas, bien entendu, toutes ces nouvelles technologies, que le client, que l'opérateur en fait est intéressé, mais également tout ce que nous on peut faire en tant que fabricant en fait d'aéronefs sur l'aspect ultra-frugalité en fait de nos véhicules. Bruno Gimbal, vous de votre côté, vos clients, alors ils demandent la même chose, je présume, mais avec un barissant peut-être un petit peu changé. Alors déjà, moi, je ne peux pas me permettre d'afficher une stratégie aussi prestigieuse que mes deux confrères, si j'ose dire. Déjà, à nos clients, la première chose, c'est qu'il faut qu'on les ait. Hein. Nos premiers hélicos, on les a vendus parce que les gens sont venus nous les acheter et ce n'est pas tout le monde qui est venu spontanément. Nos clients sont venus acheter nos hélicos pour la sécurité, la sécurité et la sécurité. Et les premiers ne regardaient même pas le prix parce que la sécurité n'a pas le prix et on sait ce qu'on paye, on ne sait pas ce qu'on a. Donc, ils venaient pour de la sécurité et ils verraient après si c'est très rentable. Et nos clients, il faut savoir déjà, c'est presque 90% des organismes de formation. Et nos hélicoptères, maintenant qu'on va atteindre un demi-million d'heures de vol sur 300 machines, font plus de 80% de formation. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier, d'autant plus que les clients se forment essentiellement, enfin, nos clients forment essentiellement les pilotes pour piloter les machines des autres. Les machines d'Airbus équipées Thales ou les machines de Bell ou Sikorsky. Et donc, ils demandent à la base de la sécurité. Depuis qu'on a des clients, puisque ça ne fait pas si longtemps que ça, ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est plus de fiabilité, moins cher, plus d'économie et plus de puissance. Donc clairement, et je le regrette beaucoup, ils n'ont rien à cirer des objectifs environnementaux parce qu'ils sont dans des opérations qui sont exceptionnelles. Hein. Un hélicoptère, ça... Moi, on m'a toujours dit quand j'étais Eurocopter que si on pouvait utiliser autre chose qu'un hélicoptère, on le faisait. Si on pouvait faire ça en avion, en 4x4, en sous-marin ou en bateau, on ne prenait pas un hélicoptère. Donc nos clients, s'ils cherchent à faire plus vert, ils achètent une voiture électrique et viennent nous acheter un hélicoptère qui consomme ce qu'il doit consommer pour développer plus de puissance. Et c'est très frustrant parce que moi-même, je suis très motivé pour la transition énergétique. J'ai 5 enfants, dont 3 ingénieurs qui ne veulent plus prendre l'avion. Donc ça me pose des vrais problèmes quand je dis que je ne peux pas faire une action à la demande de nos clients parce que si j'en fais trop, ils ne viendront plus. On n'a pas de clients captifs, nous. On n'en a aucun. Ils sont tous en concurrence avec d'autres. On n'a même pas un État qui est un concurrent semi-captif. Voilà. Moi, ça a le mérite d'être clair. Tristan, quelles sont les perspectives justement de développement dans le marché hélicoptère au niveau de l'avionique? On peut passer le micro à Tristan directement. Juste un mot. Une demande de nos clients, c'est de former des pilotes pour les futurs hélicoptères équipés de l'avionique moderne, les 225, les H160 et l'avionique Thales. Ça, c'est vrai que c'est une demande récente. Ça fait une belle transition. En fait, c'est cette inclusion quelque part qui vole sur toutes les machines. C'est quoi les perspectives? Alors, il y en a plusieurs, c'est pas évident à répondre. J'essaye de cadrer un peu la question. Je vais peut-être prendre l'illustration, vous avez cité le H160 et je vais prendre l'illustration du Guépard, qui permet de voir un peu quels sont les différents axes que l'on voit. Et tout à l'heure, on a dit, Monsieur Shiva a dit, on peut pas se projeter en 2060, mais nous, on essaye déjà de se projeter vers le milieu, la fin de la décennie. Et donc, c'est vraiment là que nous emmène le Guépard.
si on regarde les différentes innovations qui sont recherchées sur le Guépard et qui vont donc être installées du point de vue de Thales à nouveau, hein, du point de vue équipementier. Tout à l'heure j'ai parlé de mission. Par exemple, on développe un radar à antenne fixe avec un champ de 330 degrés. Ultra compact, parce que lorsqu'on regarde le Guépard, en fait, c'est un champ 60. Lorsqu'on regarde le nez du H160, eh bien, c'est pas un nez aplati, c'est un nez très fin. Et pour installer des antennes fixes, donc ça veut dire qu'on fait vraiment un effort de compacité énorme. Donc, c'est pas nécessairement une innovation très spectaculaire, mais ça va quand même dans le sens de pouvoir vraiment se centrer sur la mission, en respectant la machine, en respectant ses propriétés et ses performances. Et malgré tout, quand on fait ça, eh bien, on diminue notre empreinte carbone aussi parce qu'on met le même capteur, aussi performant, voire plus, mais avec une empreinte beaucoup plus petite. Donc voilà, ça c'est notre radar Air Mars RC. L'autre élément, ça va être la vision. On a parlé de sécurité. Et donc sur le Guépard, on va mettre notre nouvelle génération de viseurs de casque qu'on appelle Topol, la Digital Display, puisqu'on va passer en full digital, ce qui permet, le fait d'avoir un écran haute définition devant les yeux, c'est très bien. C'est encore mieux si on sait quoi afficher. Donc couplé avec une caméra performante, et c'est pas nous qui sommes fournisseurs, hein, mais on sait faire ce genre de choses, ça devient vraiment un élément clé pour pouvoir voler en toutes conditions et en particulier se sortir de situations proches du sol très épineuses comme le brownout, le whiteout à Eurosatory. Pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, on avait une démonstration extrêmement probante où on voyait en fait au travers d'un nuage de neige comme en plein jour, quoi. C'est assez bluffant. Donc voilà le deuxième élément d'innovation. Et puis je vais en donner un troisième parce qu'on a parlé de sécurité des vols et je vais sortir complètement du Guépard. On est en train de mettre en service un pilote automatique 4 axes dual duplex pour des écureuils. Et donc on est en train d'amener la sécurité et la performance en fait d'un pilote automatique qu'on retrouve sur les grosses machines. Et donc vraiment performance en termes d'efficacité de la mission et sécurité. Et là c'est important pour tous nos clients quels qu'ils soient. Et on attend qu'ils passent. Et donc c'est aussi le genre d'innovation. Donc comment on fait pour l'intégrer sur un écureuil? Eh bien, on a mis toute l'électronique et toute la puissance de calcul sur les actionneurs. Donc aujourd'hui, on n'a plus un calculateur ou deux calculateurs et des actionneurs. On a des actionneurs qui sont capables de faire cette fonction. Donc ça fait aussi partie des évolutions futures. Plus petit, plus de sécurité. Quelque part, on soulage un petit peu la fonction pilotage de l'homme à bord des machines pour qu'il puisse consacrer plus de temps à sa mission. Je me trompe ? C'est parfaitement ça, que ce soit pour le civil en fait et le militaire. Donc d'avoir un équipage aussi, je dirais, moins qualifié, la possibilité d'avoir un équipage moins qualifié, de faire effectivement du pilote en fait optionnel. Voilà. Et puis derrière, d'avoir un équipage ou un pilote qui est beaucoup plus centré sur sa mission. Tout à fait, c'est parfaitement vrai, oui. Voilà. Alors j'allais Mais même avec des systèmes relativement simples aussi, puisqu'aujourd'hui on a des opérateurs, on a une gamme très variée d'opérateurs, et c'est vrai que l'intérêt c'est de savoir en fait définir la juste fonction pour l'opérateur, d'où, et là je rebondis en fait sur votre aspect, le besoin modulaire de tout système. L'aspect modulaire en fait de tout système, puisqu'en fait on va avoir des spécifications qui vont être très évolutives par rapport aux besoins de l'opérateur. Donc il faut qu'on prenne en fait très en amont l'architecture système. Et si en plus elle est modulaire, évolutive, c'est parfait pour nous en termes d'intégrateur. Modularité, ça veut dire impérativement les interfaces qui vont bien avec et qui ne sont pas faciles à construire. Tout à fait. Et n'oublions pas l'obsolescence également des composants, n'est-ce pas? Parce que sur le plan industriel, fabriquer du module, tout le monde sait faire. Mais quand il s'agit de mettre les interfaces entre elles, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Exactement. Et là, c'est une grosse difficulté, nous, aujourd'hui. Enfin, clairement, c'est un gros enjeu d'un point de vue de l'intégrateur, avec effectivement toutes ces solutions en fait, émergentes. C'est de pouvoir, nous, avoir la meilleure spécification possible pour pouvoir avoir une architecture en fait, optimisée, modulaire, et après de gérer en fait, correctement les cycles de développement.
Et aussi bien pour le civil et le militaire, encore plus pour le militaire. Puisqu'aujourd'hui, en fait, ils ont vraiment des durées de vie très allongées des produits. Et donc, du coup, la gestion de l'obsolescence, quand on arrive et qu'on doit tout refaire, oui, là, il y a un problème. Monsieur Gambal, on entend parler de faciliter le pilotage. Vous, quelque part, vous allez faire des bons si je dis ça. Parce que pour vous, un hélico, ça se pilote toujours, comme on disait dans le métier, aux fesses. Alors, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir une doctrine de pilotage. Moi, je suis qu'un modeste ingénieur et j'essaye de faire des hélicos que les gens achètent, encore une fois. Et donc, la facilité de pilotage, quelque part, je ne ressens pas ça besoin chez nos clients. Par contre, il y a un très fort besoin de permissivité. Ils veulent un hélico qui soit suffisamment difficile à piloter pour que les élèves fassent des erreurs, mais qui survivent à chaque fois à leurs erreurs. Et finalement, ça ne va pas forcément avec la facilité de pilotage. C'est plutôt la facilité d'apprentissage. Et encore une fois, nous, en termes de pilotage, notre hélico, il est à 80% orienté sur la formation et donc sur la compatibilité avec des grosses machines. Parce que l'essentiel des pilotes sont formés pour des super pumas, pour des écureuils ou pour des tigres. Pas encore pour des tigres, mais j'espère que ça viendra un jour. Et donc, la facilité de pilotage n'a pas un intérêt en soi si ce n'est pas soit une meilleure pédagogie, soit une meilleure préparation aux machines que les gens piloteront pendant leur carrière. Donc, personne ne nous demande un hélicoptère, par exemple, où il n'y ait pas de problème au pied, parce qu'il faut quand même que les gens apprennent à servir de leurs pieds et que aussi qu'ils ne se foutent pas en l'air quand ils arriveront sur une machine normale. Bien sûr. Et par contre, les gens, maintenant, nos clients nous demandent des hélicoptères qui aient des systèmes qui soient une formation. Plus personne ne veut un hélicoptère qui ait un VOR pour apprendre à servir d'un VOR parfaitement. Parce que maintenant, ils veulent tous des glass cockpit. Et nous, on a développé il y a 2 ans, on l'a introduit il y a 1 an, un glass cockpit que vous ne voyez pas sur l'hélicoptère de Thales, parce que ça, c'est la génération qui ne sera même pas la génération d'après, c'est la génération au-dessus. Mais notre autre hélicoptère avec lequel je suis venu là, c'est notre dernière configuration tout glass cockpit. On est très surpris de voir le succès qu'elle a. Les gens n'achètent presque plus que ça, alors que c'est plus cher, que c'est moins agréable à utiliser. Mais parce que ça fait hélicoptère formateur, et il ne viendra personne l'idée d'acheter une voiture aujourd'hui pour l'école qui n'est pas ou pour un début, qui n'est pas un cruise control ou des sièges réglables ou des choses aussi basiques que ça. Aujourd'hui, tous les hélicoptères professionnels ont un glass cockpit. Donc les gens nous achètent un glass cockpit, même si ça n'apporte aucun intérêt réel pour l'usage tous les jours, à part que ça fait brancher parce que c'est plus beau. Mais c'est plus beau quand on quitte son téléphone, quoi. C'est pas plus beau que... Et puis les gens ils mettent les doigts dessus parce qu'ils ont trop l'habitude du téléphone. Et ça nous amène... Mais ce n'est pas un but en soi, quoi. C'est comme ça que je comprends que je suis un vieux pilote, puisque j'ai découvert hier à l'UIMM un superbe tableau de bord avec un beau HSI, un bel horizon artificiel. Et moi, j'adorais ça. Le glass cockpit, c'est pas trop mon truc, en fait. Mais depuis que je porte des lunettes, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On a parlé tout à l'heure de développement durable. Justement, quelles sont les étapes qui sont engagées en ce moment chez Airbus Hélicoptère pour travailler sur ce développement durable ? Alors sur le développement durable, donc côté recherche et innovation, donc principalement, donc on a une feuille de route relativement large sur les carburants alternatifs durables. Alors donc nous on distingue en fait plusieurs niveaux au carburant alternatif durable avec un certain nombre de démonstrations. Hein. Les dernières ont été sur le 225 que vous avez pu voir, donc avec un vol en fait 100% carburant alternatif durable. Donc les carburants alternatifs durables aujourd'hui qui sont à disposition, donc on est plutôt sur de la biomasse. D'accord. Par contre, en parallèle de ça, et d'ici la fin de la décennie, on pourrait envisager également des carburants de synthèse, c'est-à-dire des électrocarburants, donc fabriqués par rapport avec le CO2, mais également l'eau et l'électricité. Donc là, on est plutôt en fait à la fin de la décennie. Et après, par contre, c'est l'incorporation, je dirais, progressive du carburant alternatif durable dans nos systèmes, en fait, nos systèmes propulsifs à l'heure actuelle. Et là, par contre, on a quand même un gros axe qui est comment va évoluer cette réglementation,
comment on va pouvoir, en fait, quels vont être les verrous technologiques sur l'intégration fuel, etc. Donc ça, c'est des choses, par contre, que l'on a en investigation chez nous, sur lesquelles, en fait, sur lesquelles on progresse. Bon, après, parallèlement à ça, donc l'électrification donc, est un investissement majeur chez nous. Donc on travaille beaucoup sur l'électrification des hélicoptères monomoteurs pour faire de l'assistance électrique, en fait pour faire de l'aide à l'autorotation ou pour faire des pics de puissance en fait en pur électrique. Donc ça c'est des choses aujourd'hui qui ont également un intérêt très fort dans la partie réduction d'émissions de CO2 des hélicoptères. Mais encore une fois, n'oublions pas en parallèle tout ce que l'on peut avoir dans l'ultra-frugalité en fait des véhicules, avec la partie aérodynamique et puis la partie réduction de masse. Hein, c'est le métier d'Airbus Helicopters. Donc, on a un bel exemple avec le Racer, hein, puisqu'aujourd'hui, il a une petite brique d'hybridation. Mais par contre, rien que dans son aérodynamique, on a déjà en fait un démonstrateur qui contribue grandement en fait à la réduction d'émissions de CO2. Et puis, après, les aspects opérations vertes jouent un rôle très important également dans la partie vraiment durabilité. Oui. Quand on parle de réduction, comme ça, on a des chiffres qui commencent à circuler. Alors, d'un point de vue public et démonstration, oui, aujourd'hui, en fait, dans l'ultra-frugalité, jusqu'à 30% de réduction d'émissions de CO2, c'est des choses, en fait, qui sont atteignables par une aérodynamique optimisée, par également une masse, on va dire, la mieux convergée, en fait, possible. Également par des systèmes de propulsion avec déjà des briques, en fait, d'hybridation. Parce que là, on est à peu près sur du 10 à 15% sur de l'aérodynamique ou de la masse, donc un point de vue véhicule, et puis du 10 à 15% également rien qu'avec une brique hybridation. Et après, donc, au niveau des carburants alternatifs, il faut savoir que avec la biomasse, même jusqu'à du 100% d'incorporation, on sera sur un maximum de 70-80% de réduction d'émissions de CO2. Donc nous sommes encore loin de l'objectif en fait zéro émission à horizon 2050. Voilà. Ouais. Donc là, après, c'est effectivement le passage à l'hydrogène. Et, voilà. J'ai envie de vous poser une question. Moi, j'ai eu la chance de piloter un TBM 700, pas l'hélicoptère, mais donc évidemment l'avion, avec une PT6. Et j'avais le droit à l'époque d'utiliser jusqu'à 150 heures l'avion avec autre chose que du kérosène. La limitation aujourd'hui, elle est plus technique pour les nouveaux carburants ou elle est plus légale ? Les deux, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les nouveaux carburants, donc on a des additifs qui vont manquer. Donc là, en l'occurrence, on peut toucher la durée de vie, par exemple, du moteur. Et puis après, au niveau de la réglementation, tout à fait aussi. Oui, donc il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. L'atteinte en fait du 100%. En termes, aujourd'hui, nos moteurs en fait ont la capacité jusqu'à 50%. D'accord. Tristan, oui. Quelque chose d'un peu pertinent sur ce sujet, parce que quand vous dites est-ce que c'est plutôt légal ou est-ce que c'est plutôt technique, c'est une formulation qui ne couche pas bien avec notre vécu quotidien. Où vous mettez la différence entre le légal et le technique? Alors le hasard, c'est légal ou c'est technique? La certification, c'est légal ou c'est technique? Parce que si vous voulez, moi quand je suis rentré à Eurocopter en 84, tous les anciens m'ont dit qu'un hélicoptère volait parfaitement avec de l'huile de friture, ou avec de l'alcool à brûler, ou avec n'importe quoi qui brûle. Et aujourd'hui, je vois que Airbus dépense des millions pour montrer qu'un Super Puma, qui n'est jamais que le successeur du Puma, peut voler avec du biocarburant qui est différent de l'huile de friture ou de l'huile de colza. Mais la différence, c'est qu'entre-temps, c'est pas légal, c'est réglementaire. Voilà. Les gens se mettent à exiger des niveaux de sécurité complètement, je dirais presque paranoïaques. Et personne ne supporterait de monter dans un Airbus d'Air France qui n'ait pas fait des milliers d'heures de démonstration, que tous ces systèmes ont été parfaitement validés avec tout ça. Donc aujourd'hui, ce qui coûte très cher pour nous comme pour Airbus, j'imagine, c'est pas de montrer que le Puma ou le Super Puma ou le 225 peut voler avec du biocarburant. Nous, nos moteurs, ils marchent avec de l'alcool éthylique. Nos moteurs à piston, qui sont des braves moteurs genre automobile il y a 50 ans, ils marchent avec de l'alcool éthylique depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, si on veut les certifier aux normes modernes de certification, il faut qu'on fasse des programmes qui coûtent des millions pour qu'on les fasse tourner et que le dernier joint soit qualifié avec ce produit. Et moi, quand il y a 20-30 ans, quand l'essence sans plomb s'est généralisée, il a fallu que tout le monde change sa tondeuse à gazon, sa tronçonneuse, parce qu'elle tombait en panne.
parce que précisément cette approche n'avait pas été faite. Et le dernier joint qui ne résiste pas bien à l'alcool à brûler ou à l'essence sans plomb ou au carburant SAF, eh ben, la machine pose des problèmes. Et c'est ça qui coûte cher aujourd'hui. C'est ni technique, ni réglementaire, ni légal, c'est réglementaire. Et c'est basé sur la sécurité. Et tous les pays sont un peu équivalents. Il n'y a pas que la France qui est rigide au niveau réglementation. On a aussi d'autres pays. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet. Hein, on va pas s'enfoncer. Moi, j'ai envie de poser une question à Tristan. Vous développez de nouveaux équipements, de nouvelles avioniques. Vous travaillez aussi avec les startups. Vous allez chercher aussi de l'invention et de l'innovation à l'extérieur de vos organisations. Comment ça se passe ? Alors oui, bien sûr, on a un tissu de fournisseurs et de partenaires qui est mondial. On essaye d'être très pragmatique sur notre approche de partenariat. Tout à l'heure, j'ai mentionné le pilote automatique pour Écureuil. Nous ne sommes pas des intégrateurs avions et nous ne savons pas certifier un aéronef. Donc là, on s'est associé avec une société canadienne qui s'appelle Standard Aero pour toute la partie intégration dans la machine, intégration mécanique et certification. Un peu plus proche de nous, alors on sort un peu du domaine des hélicoptères, mais si vous allez aussi là à côté, vous verrez l'UAS 100 qui est notre projet de drone longue élongation, donc, qui aura la capacité d'emporter 10 kg de charge utile sur plus de 100 km pour faire de la surveillance de façon parfaitement autonome. De surveillance d'infrastructures, de frontières, etc. Et là, pour développer ce type d'objet, on est en partenariat avec Issoire Aviation, donc une PME près de Clermont-Ferrand, et Ionos. Donc voilà, à chaque fois, on cherche à faire des choses. Donc, on a parlé de notre coopération avec Guimbal, puisque pour faire nos essais en vol, pas uniquement de notre système de cockpit, mais également de tout autre capteur que l'on voudrait tester, on utilise ce genre d'approche. Donc oui, on est assez friand d'avoir ce type de partenariat de façon très pragmatique et opportuniste. Et donc, s'il y a des industriels dans la salle qui veulent venir vous voir, ils peuvent le faire ou du moins vous contacter parce que vous devez partir à 13h, il est bientôt 13h, attention. Parfaitement. Alors, Airbus Hélicoptère, dans le développement des nouvelles solutions, dans le développement tout court du marché d'hélicoptères, il y a des points durs en ce moment. Il y a des bottlenecks, comme disent nos amis britanniques, qu'on parle de recrutement, qu'on parle de certification, qu'on parle... C'est quoi aujourd'hui les points les plus compliqués ? Alors aujourd'hui, si je prends une casquette pure innovation, donc ce qui est vraiment compliqué, c'est de pouvoir en fait assurer une transition très lisse entre la R&T et la R&D. Ouais. Et essayer en fait de réduire le temps entre la R&T en fait et la R&D et gagner au niveau du cycle. Alors ça c'est fondamental et là je rebondis également sur la question que vous aviez posée tout à l'heure. Donc nous on essaye en fait d'intégrer au plus tôt donc la supply chain, le partenaire ou bien la start-up ou la PME dans notre cycle en fait R&T. Donc dès qu'on a finalisé en fait le dérisquage pour pouvoir embrayer en fait après sur la partie R&D. Donc ça c'est la première difficulté effectivement. Après, la deuxième difficulté, ça va être aussi quelle est notre stratégie en fait, de déploiement. Puisque suivant la stratégie de déploiement, donc, on peut adresser justement une complexité donc, en termes de certificabilité. Donc ça, c'est important. Et puis, quand on regarde également l'innovation, et là, par exemple, les carburants alternatifs durables, également en fait, l'électrification, on va se retrouver sur justement, on va se reposer la question, c'est comment on certifie. Voilà. Et là, en l'occurrence, donc, on travaille en collaboration avec l'EASA sur des groupes de travail pour pouvoir aborder et anticiper ces sujets en fait, au plus tôt. Donc, on a vraiment ces trois grandes difficultés. Après, sur la partie, je dirais, ressources, aujourd'hui, donc, on a, chez Airbus Hélicoptère, donc, cette année, il y a 400 postes d'ouverts. Donc, on n'a pas de difficultés particulières en fait, à recruter. Par contre, c'est vrai qu'on s'efforce énormément justement à communiquer sur les métiers d'hélicoptère et également sur les métiers émergents. Puisque, bien entendu, malgré le fait qu'on soit intégrateur, on se doit d'intégrer, par exemple, des notions de digital, des notions de données, en fait, de big data, en fait, dans nos métiers. Et donc, du coup, on a quand même une synergie maintenant avec d'autres secteurs que l'aéronautique. Et ça, c'est également une difficulté, mais également une opportunité, puisqu'aujourd'hui, en fait, si on regarde des technologies telles que les lidars,
qui sont utilisés plutôt dans l'automobile, la question va se poser, c'est comment justement j'arrive à certifier par rapport au domaine aéronautique. C'est clair. Alors justement, on arrive à la fin de la conférence et il y a forcément des questions dans la salle. Donc si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir 3 experts, que ce soit sur l'avionique, que ce soit sur la structure, que ce soit sur la façon de piloter un hélicoptère. N'hésitez surtout pas, sinon c'est moi qui vais les poser. Et là, ça va être, je vais les challenger un petit peu. Alors, qui voudrait poser une question? N'hésitez pas, c'est gratuit jusqu'à la fin de la conférence. Après, ça sera différent. Moi, je vais poser une question à Bruno Guimbal. Monsieur Guimbal, on parlait effectivement de jouer avec les startups, jouer la carte des startups. Vous vous considérez, vous, comme une startup du monde aéronautique ou vous faites travailler vos personnes comme dans une startup? Comment ça se passe? Alors, je me considère vraiment comme une startup, bien sûr, parce que j'ai créé la société en 2000, fin 2000, à une époque où tout le monde parlait que de startup. D'ailleurs, l'étincelle qui a fait déborder le vase, comme on dit. Ça a été le concours qu'a fait le ministre Allègre de création de start-up de haute technologie pour ne pas se faire virer. Ça ne lui a pas réussi parce qu'il a été viré quand même. Et il se trouve qu'on était 1500 candidats à ce concours et j'ai été un des 3 premiers lauréats. Et on était à peu près 5 sur 1500 à ne pas être dans les nouvelles technologies, l'informatique et les télécommunications. Et on n'était que 2 qui étions dans la mécanique. Et donc, j'étais complètement sur un profil start-up. Après, j'ai essayé d'appliquer des principes de start-up ou des clichés de start-up en termes de financement, sauf qu'au lieu de lever 200 millions, comme je vois des startups, ou 40 millions pour 30% du capital. Moi, je vais lever 1 million pour 35% du capital et je continue encore de le payer aujourd'hui, 15 ans après. Donc, ça n'a pas été un mouvement à la Steve Jobs en termes de startup. Ça a été un peu plus laborieux. Et puis, enfin, on a un esprit startup parce que, pour paraphraser Coluche, je dis souvent que dans nos métiers, les débuts sont très difficiles, surtout les 30 premières années. Et aujourd'hui, on en est à... la société existe depuis 20 ans, 21 ans. Bon, au début, il n'y avait qu'un salarié qui n'était pas payé, donc c'est beaucoup dire 20 ans. Et c'était moi, évidemment, et ma femme. Mais la société est en activité depuis 15 ans. On a certifié notre hélicoptère il y a 10 ans. On a mis 1 an à livrer le premier. Donc, on est vraiment dans nos tout débuts. Et il y a seulement 3 ans qu'on a des clients récurrents, qu'on a des gens qui viennent nous acheter un hélicoptère parce qu'ils ont usé le premier. Donc, les temps sont très très longs dans ce métier. Donc oui, on est une start-up. Maintenant, là où on n'est pas une start-up, c'est sur la façon d'être considéré par le monde de la finance, le monde du travail, le monde de la politique. Parce que quand il s'agit de ça, on est juste une entreprise de mécanique comme les autres, aussi polluante que les autres, aussi intolérante que les autres, et on n'a pas l'impression d'être considéré comme un bijou. Vraiment pas. Au sens de la start-up, quoi. Je ne suis pas préparé à ce que Emmanuel Macron vienne visiter chez nous une PME innovante start-up. Non, ça, j'y suis vraiment pas préparé. Bon, écoutez, au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, une dernière question peut-être pour vous tous. Aujourd'hui, on a parlé d'allègement des poids. Ça, c'est intéressant. On parle de nouveaux matériaux, on parle d'électronique aussi, on parle de simplifier les architectures. Aujourd'hui, c'est une priorité aussi pour les constructeurs, ça, cet allègement. Vous l'avez mentionné de toute façon. Oui, je l'ai mentionné parce qu'aujourd'hui, l'allègement, je veux dire, c'est quand même une contribution à la consommation de carburant. Bon, en revanche, l'allègement des structures, c'est loin d'être, je dirais, facile dans le domaine de l'aéronautique. Je veux dire, si je prends un exemple de la partie aérostructure, je vais citer le collage structural, qui est en fait la technologie effectivement la plus compétitive, mais qu'on a du mal en fait à certifier. Et quoi qu'il en soit, attention. Il y a allègement et également garantir les marges de sécurité pour l'aspect sécurité de l'aéronef. Donc c'est un axe effectivement, il a une place, mais on ne peut pas, c'est quand même un axe qui est difficile. Quand je travaillais Eurocopter sur 2 programmes importants, j'étais qu'un pion, un élément de ces programmes, on avait constaté que les allègements technologiques arrivait tout juste à compenser les contraintes réglementaires. C'est-à-dire,
Sur le C120, qui est une machine où j'ai longtemps travaillé comme adjoint chef de projet, les énormes efforts d'allègement technologique avec les montages collés, avec les composites, ont juste compensé l'apparition de l'exigence de sièges anti-crash et de circuits carburant anti-crash. Donc finalement, c'est des machines modernes. Et je suppose que sur les dernières machines d'Airbus, on peut constater que l'indice constructif n'est pas meilleur que sur un Puma, mais le niveau de sécurité est très supérieur. Oui, non, je confirme, effectivement. Oui. Et on se retrouve avec les technologies les plus compétitives d'un point de vue masse. On a toujours du mal parce qu'il y a des enjeux en fait, de certification. Et puis finalement, on perd un petit peu l'intérêt de cette technologie. Donc la certification et, sur les nouvelles technologies, c'est également un bottleneck que l'on met en avant. Oui. Et ça sera le mot de la fin pour cette conférence. Tristan, effectivement, quelque chose à rajouter? Je vais donner le point de vue d'électronicien. Puisque en électronique, en fait, d'une génération à l'autre, on a quelque part la chance, c'est une chance et une malédiction. On a la chance d'avoir des technologies qui évoluent très rapidement, et donc lorsqu'on passe d'une génération d'avionique à l'autre, on arrive à gagner entre 30 et 40% en termes de ce qu'on appelle le swap, hein, c'est la taille, la consommation et la masse. Et pourquoi est-ce que c'est une malédiction? Alors il y a deux choses. Il y a une partie de ces gains est utilisée pour apporter plus de valeur on va dire, pour le pilote ou pour la machine. Et donc ça, c'est plutôt un bien. Mais également, de plus ça va et plus l'industrie qui nous nourrit, c'est-à-dire l'industrie des composants, on a parlé des crises des composants électroniques, diverge par rapport à nos besoins. En fait, elle n'a rien à faire des besoins des électroniciens très spécialisés de l'aéronautique. Et donc, on a accès à des technologies qui sont beaucoup plus performantes, mais beaucoup plus difficiles à certifier, beaucoup plus difficiles à intégrer, pour lesquels on a également des risques environnementaux qui sont beaucoup plus élevés, sans rentrer dans le détail, mais ce sont des objets avec des gravures fines, par exemple, qui sont beaucoup plus difficiles à intégrer dans un avion qui vole en altitude. Donc voilà, c'est l'autre côté de la pièce. Parfait, messieurs, dames, merci beaucoup. On n'a pas dévoilé, vous voyez, monsieur Guimbal, je vous avais promis, on n'a pas dévoilé les stratégies des uns et des autres, hein, mais on a dévoilé quand même ce qu'allait être le marché. Hein. Merci à tous et à toutes, merci de votre attention également.